Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vous remercie d'être si nombreux pour partager les moments d'échange avec nous et surtout avec notre invité Gaël Faye et avec Valérie Marin-Lamellé. Je suis un peu émue et je dirais très très émue parce qu'avant d'introduire cette rencontre, je souhaiterais que nous ayons tous une pensée particulière pour la famille et puis pour les proches d'Ousmane Sow, qui vient de nous quitter. C'était ce grand artiste sénégalais d'une renommée internationale, a présenté ici chez Dapper ses premiers bronzes. Il était extrêmement proche de la fondation, mais aussi de moi-même, parce que Ousmane Sow, je veux dire avec toute sa générosité, son engagement, avait soutenu les premiers projets que vous aviez que nous avions au fait musée. avec mon mari. Oui, et c'est vrai que c'est une très 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 grande personne qui disparaît et qui a été pour l'Afrique aussi un chemin de création exemplaire et d'un engagement total. Et il faut se souvenir que c'était un kiné, il faut se souvenir que c'est aussi quelqu'un qui est entré tout simplement à l'Académie des Beaux-Arts et il n'y en a pas beaucoup de ce continent, donc à la fois une belle personne que moi j'avais été voir à Dakar d'ailleurs dans sa maison avec comme s'il était peuplé d'amis, ces grandes sculptures autour de lui qui lui tenaient compagnie et qui nous tiennent compagnie, chère Christiane. Voilà, merci beaucoup. Et vraiment, c'est aussi grâce à lui que nous avons pu initier toutes les actions, expositions et sensibilisations que nous faisons à Gorée depuis maintenant presque 6 ans. Donc voilà, tout est dit, l'émotion est toujours là. Elle sera aussi là avec le livre de Gaël Faye. Gaël Faye, bonjour, merci. Vous êtes le bienvenu au musée Dapper. Petit pays, votre premier roman, je veux dire qu'il m'a profondément bouleversée. Tout d'abord, il s'agit bien sûr de l'histoire avec un grand H, mais c'est une histoire qui traverse votre histoire personnelle. Il y a la guerre au Rwanda, il y a la vie au Burundi, mais il y a aussi et surtout, je crois, des hommes, des femmes et des adolescents, par votre regard, qui sont de cultures différentes, mais qui sont étroitement liés par, je dirais, la culture, par l'amitié et par l'amour. Et ça fait du bien aussi parce que le drame est présent, mais la parole n'est pas dramatique. Elle donne aussi de l'espoir. J'ai été touchée par votre engagement. Je parlais de l'engagement d'Ousmane, il y a aussi le nôtre, la Fondation. Et ça fait du bien aussi de voir que des jeunes de votre génération manifestent, s'engagent. Et vous êtes tous de plus en plus nombreux aussi à porter ce flambeau, à dire vous êtes différents et vous êtes proches et que vous avez envie que ce monde change, non seulement ici en France, mais partout ailleurs, parce que je dirais les générations passées, celles de Marie Scondé, des Chamoiseaux, des Glissants, ensuite la mienne aussi, avec le travail qui se fait ici à Dapper, et avec des voix comme la vôtre, la relève est assurée. Je citerai aussi nos grands écrivains, Léonora Miano et plein d'autres, qui nous apportent un nouveau souffle. Donc l'engagement, mais aussi, et je dirais que c'est peut-être ce qui m'a touché le plus, m'a ébranlé, c'est votre écriture. Parce que ce sont des mots qui sont à vous. Ce sont des mots qui surgissent sans crier gare tout au long de ce roman, que je n'ai pas lâché. Des mots qui m'ont ébranlé, qui m'ont interpellé aussi, de se dire comment quelqu'un d'aussi jeune avec cette histoire-là arrive à avoir la tête droite, la tête hors de l'eau. Et moi, je trouve, j'ai des enfants, des filles qui ont votre âge, et cela me fait chaud au cœur. Donc cet engagement, nous l'avons tous, ceux qui sont ici. Et je crois que l'écriture, il n'y a rien de tel, l'écriture et la musique aussi, puisque c'est votre moyen de nous parler, de nous faire réagir. Voilà, nous allons avancer avec vous. Et je vais remercier aussi Valérie Marin-Lamellé, parce que Valérie, vous êtes journaliste au Point. Vous êtes aussi vous-même écrivain et vous avez l'habitude d'animer nos rencontres littéraires à Dapper. Et c'est la plupart du temps Valérie qui nous signale les livres, les romans, les thèmes, les auteurs que nous devons
accompagner pour certains, s'ils ne sont pas assez connus, faire venir les grands. Mais je crois que Valérie fait aussi ce travail un peu dans l'ombre aussi, parfois, et parfois moins dans l'ombre. Mais il faut vraiment vous dire merci. Ben, merci Christiane, et je cite aussi Nathalie Meyer. Oui, donc Nathalie Meyer, qui est au sein du musée, m'accompagne aussi beaucoup. Voilà, dans l'ombre. Eh bien, à Gaëlle. Une feuille et un stylo apaisent mes délires d'insomniaque. Loin dans mon exil, petit pays d'Afrique des Grands Lacs. Remémorer ma vie naguère, avant la guerre. Trimant pour me rappeler mes sensations sans rapatriement. Petit pays, je t'envoie cette carte postale. Ma rose, mon pétale, mon cristal, ma terre natale. Ça fait longtemps. Jardin de Bougainvilliers, souvenir renfermé dans la poussière d'un bouquin plié. Sous le soleil, les toits de tôle scintillent. Les paysans défrichent la terre en mettant le feu sur des brindilles. Voyez, mon existence avait bien commencé. J'aimerais recommencer depuis le début, mais tu sais commencer. Et nous voilà perdus dans les rues de Saint-Denis. Avant qu'on soit sénile, on ira vivre à Guissény. On fera trembler le sol comme les grondements de nos volcans. Alors, petit pays, loin de la guerre, on s'envole quand ? Donc, bonjour Gaëlle, bonjour à tout le monde. On vient donc d'entendre Petit pays, qui est à la fois le clip dont les images passaient là, la chanson, cet a cappella, et puis le titre du roman qui fait qu'on se retrouve ici et qui vous fait vivre depuis quelques mois un véritable marathon littéraire. Merci de l'achever au musée d'Appert. À titre d'exemple, les trois derniers jours, quand vous cherchez à converser avec Gaël Faye, il est en Égypte, le lendemain à Annecy. Et voilà, c'est tout à fait une vie normale. Et en tout cas, vous dites à un moment, être chez soi, c'est se sentir accueilli. Donc, sentez-vous chez vous. On vient d'entendre donc cette chanson, et c'est vrai que la notion à la fois de pays, de musique et de mots, c'est une espèce de trilogie qui pourrait être vôtre. En tout cas, ça va être la base de notre rencontre, ponctuée par des chansons, des lectures. Et le temps d'échange avec le public, je le signale tout de suite, sera a priori, vu la consistance des sujets, réservé à la partie de signature de Gaël Faye, qui est toujours une partie importante pour lui, parce que c'est une partie aussi d'échange avec le public, et elle ne se fera donc a priori pas à la fin de notre rencontre ici dans la salle. Alors, ceux qui n'ont pas encore lu Petit pays vont vivre dans ces pages un temps exceptionnel de guerre et de douceur. L'année de mes 8 ans, la guerre a éclaté au Rwanda. Gabriel, votre double, vit à Bujumbura, capitale du Burundi, avec son père, un homme d'affaires français, sa mère rwandaise et sa sœur Anna. Le préadolescent et sa bande de copains font les 400 coups dans l'impasse au Bougainvilliers, dont vous avez entendu parler là, d'un quartier résidentiel où grandissent ses fils de privilégiés. Jusqu'à la fin annoncée du bonheur, le petit garçon à la peau caramel ne comprend que par bribes, parce que le père ne veut pas parler de politique, ce qu'il sent monter tout autour de lui. Et déjà sous ses yeux, la division est à l'œuvre au sein de la famille, puisque la mère de Gabi, qui est Tutsi, part pour le Rwanda retrouver sa famille d'origine, délaissant la sienne. Et pour elle et pour tant de ses compatriotes réfugiés au Burundi, l'appel au retour a en effet sonné, puisque le génocide de 1994 est en marche. Quand donc a sonné la fin du repos de ces enfants cueilleurs de mangue? Quand est-ce qu'on a volé leur insouciance à ces garçonnets sous du jus des fruits? L'une des scènes sensuelles d'un livre où vous ne cessez, Gaël Faye, de célébrer la beauté du Burundi. À quel moment comprend-on que sa mère est une Tutsi et que le cuisinier est Hutu? Quand on a grandi en Afrique comme un petit blanc, et comment faire face à l'exigence de maturité
que l'histoire immédiate requiert? Où commence la peur, cette peur de proie, dites-vous, et comment la vaincre? Quand est-ce que la bande de copains devient un gang? Alors bon, on va surtout vous donner la parole à vous, mais c'est vrai que vous me disiez que vous aviez beaucoup parlé forcément de ce livre depuis 3 mois, depuis le premier prix littéraire qu'il a reçu le 1er septembre, le prix FNAC. Mais chaque moment a sa propre saveur. Et d'ailleurs, je voulais commencer sur une note un peu différente. Vous avez l'habitude de nous mettre les mots à la bouche, puisque votre premier groupe, c'était Milk, Coffee and Sugar. Et maintenant, votre premier album s'intitule Pili Pili sur un croissant beurre. Donc, quelle est cette métaphore culinaire chez vous? Non, alors, à chaque fois, c'est une coïncidence. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là, merci infiniment. C'est toujours très impressionnant parce que je fais des concerts et avoir du public pour un concert, il y a quelque chose d'assez normal, on va dire, parce que c'est un temps d'amusement, mais pour un livre, ça m'étonne toujours de voir une salle pleine, donc merci beaucoup, merci d'être là. Oui, Milk Coffee Sugar, c'était une coïncidence totale, hasardeuse. Au début, on s'appelait MCs, comme le maître de cérémonie. Et puis, bien sûr, on a voulu faire un jeu de mots avec notre métissage qui existe dans la musique, et puis aussi nos origines multiples. Pili Pili sur un croissant en beurre, c'était une pièce de théâtre de mon papa, sa première. Ouais. Voilà. Et je voulais qu'il y ait dans mon album également l'idée d'un ici et d'un ailleurs. Voilà, donc le prochain album va s'appeler Rythme et Botanique. Ouais. Ok. Donc alors revenons à ce pays, donc celui où vous vivez depuis 1 an et où vous repartez demain matin à la première heure. C'est le Rwanda, mais c'est pas celui de votre enfance, c'est celui de votre mère, donc dite Pili Pili. Votre père étant donc croissant beurre. Et c'est aussi celui de votre épouse et de la mère de vos 2 petites filles, qui est, comme vous, franco-rwandaise. Donc le petit pays dont il est question, c'est le Burundi, qui est donc voisin du Rwanda. Alors, vous parlez d'un père qui écrit des pièces de théâtre. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce hasard qui vous a fait naître, ou cette nécessité, dans la capitale du Burundi, Bujumbura, en 1982? Oui, personne ne m'a expliqué pourquoi j'étais né en 1982 à Bujumbura. Dommage. Je l'ai découvert des années plus tard. En fait, je l'ai découvert exactement en 2000. Oui, en 2000, j'ai un ami qui m'a offert un ticket pour une pièce de théâtre qui s'intitulait Rwanda 94. Et si vous voulez, le fait que ma famille soit rwandaise au Burundi, je ne m'étais pas posé la question et on ne m'avait pas parlé du fait que ce soit des réfugiés qui avaient dû fuir une situation politique, des massacres au Rwanda. Alors déjà, ma mère vivait en France, je vivais en Afrique avec un père français, donc je n'ai pas eu non plus le récit n'est pas arrivé par ma mère. Et puis du côté rwandais, j'allais voir la famille de ma mère, ma grand-mère, mes arrière-grandes-tantes, mon arrière-grand-mère. J'allais les voir effectivement le week-end, un peu comme Gabriel va voir sa grand-mère le dimanche. Sauf qu'en tant que petit blanc, parce que je suis un petit blanc pour ma famille rwandaise, on ne me racontait pas ces choses-là. En plus, je n'avais pas la langue pour rentrer dans des conversations de ce niveau-là. Et puis, je crois tout simplement que dans ces familles-là, dans les familles rwandaises réfugiées au Burundi, on ne racontait pas aux enfants. Il y avait un silence très fort, qui perdure d'ailleurs. Hein. C'est toujours très difficile pour moi de questionner, que ce soit ma mère ou bien même ma famille du côté rwandais, sur tous les aspects de leur vie de réfugiés, sur les massacres qu'ils ont dû fuir,
et puis aujourd'hui également le génocide. Donc ce mur du silence qui existait entre le petit garçon que j'étais et la situation familiale dans laquelle j'évoluais, bien sûr, m'a interrogé très lourdement. Et cette pièce de théâtre dont je parlais, Rwanda 94, a été un choc parce que j'avais 17 ans. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que ce que l'on appelait dans la région au moment, donc 93, 94, 95, la guerre au Burundi, le génocide au Rwanda, mais également la guerre au Rwanda qui avait débuté en 90. Tout ça, on utilisait des termes qui rendaient le tout finalement assez brumeux. On disait la crise, on disait les événements. Comme en Algérie. Oui. Et donc, pour moi, tout était indifférencié. Je n'avais pas compris, par exemple, quand le génocide a eu lieu au Rwanda, c'était finalement un peu comme au Burundi, c'est-à-dire qu'il y avait des massacres, on entendait massacres interethniques, des choses de ce goût-là. Donc tout était mélangé. Et dans cette pièce de théâtre, j'ai enfin compris ce qu'était la situation d'un génocide, qu'est-ce qu'un génocide. J'ai compris aussi l'histoire des Tutsis du Rwanda, cet exil forcé au début des années 60, ces pogroms. Oui, parce qu'en effet, pour le public, c'est vrai que tout le monde a le génocide rwandais dans la tête, on va dire, pour parler mais pas de ce qu'il y a avant. Exactement. Et ce que vous nous dites là, c'est que votre naissance au Burundi et le statut de réfugié de Rwandais au Burundi, c'est lié à toute une histoire précédente. Oui, et la construction des ethnies également. Je croyais que, très naïvement, mais parce que, encore une fois, on ne m'avait rien expliqué, que Hutu, Tutsi, c'était depuis la nuit des temps. Et d'ailleurs, c'est ce que l'on expliquait, hein, si vous reprenez les journaux de l'époque, les grands quotidiens français parlaient de ça, parlaient de haine ancestrale, que les Hutus, les Tutsis se massacraient depuis la nuit des temps. Et cette pièce de théâtre déconstruisait tout ça, me racontait enfin mon histoire, et j'apparaissais, mon histoire m'apparaissait enfin. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment, j'ai voulu écrire et réfléchir sur mon histoire, sur cette histoire de réfugiés, d'exil, d'identité. D'accord. Et vous avez donc quitté ce Burundi natal en 95 pour la France. Et vous y êtes revenu en 2013. Et c'est un très grand moment, ce retour, que raconte un documentaire intitulé Entre deux fleuves, dont on va passer un extrait là. On vous suit en images avec beaucoup d'émotion. Alors on peut appeler ça le cahier du retour au pays natal, on peut appeler ça l'énigme du retour, pour rester en littérature et citer Aimé Césaire et Dany Laferrière, qui sont deux auteurs, je crois, que vous aimez. Donc voilà, on va montrer un petit peu cette route vers le Burundi. Ça y est, nous y sommes. La fameuse route de Bugarama qui descend à pic vers la ville de mon enfance. Bujumbura la majestueuse s'étale de tout son long dans la plaine de Limbo. Ça y est, nous y sommes sur cette route sinueuse comme l'histoire de ce petit pays, comme cette parenthèse de vie entre l'exil et le retour. Je rentre à la maison et je sais qu'il ne reste que des fantômes et des vestiges, comme dans ces rêves que je fais d'un pays qui n'existe plus. La nostalgie est perfide. Cette fois, je rentre en musique pour fabriquer de l'avenir. Voilà, alors là, en fait, vous rentrez au pays natal par la musique. Et maintenant, vous y revenez par la littérature. Alors, en écrivant vos chansons, en vous racontant déjà en musique, est-ce que vous aviez l'impression de faire appel à une sorte de fiction déjà ? Ou est-ce que c'est vraiment la littérature qui vous a projeté dans la fiction, ce qui est quand même une démarche entièrement différente
de créer un personnage, voilà, comment les deux récits, celui de la scène oui. et de la page, L'album qui était un album pour le coup autobiographique, hein, Pili Pili sur un croissant beurre, il y avait une volonté de redérouler par une succession de chroniques autobiographiques ces 15 chansons, un parcours de vie, et puis de m'arrêter sur les choses, sur mes appartenances. En fait, le mot appartenir, c'était le mot appartenir qui m'intéressait, parce que dans appartenir, il y a tenir, donc tenir à. Donc dans cet album, je parle des gens auxquels je tiens. Il y a une chanson sur ma femme, sur ma fille, sur mes parents, et sur cette terre également auquel je tiens, le Burundi, mais je parle également de la France, je parle du Rwanda. Et puis appartenir, j'appartiens à tout ça, cet ensemble-là. J'y appartiens, il me définit. Et donc, je crois que sans ce travail préalable avec Pili Pili sur un croissant beurre, je n'aurais pas eu la liberté d'écrire ce roman, cette histoire-là en particulier. Le roman, c'est quelque chose que depuis longtemps j'avais envie d'explorer, mais presque un peu comme un exercice de style, c'est-à-dire l'écriture m'a amené à la musique, j'avais envie avec l'écriture d'explorer d'autres domaines, d'ailleurs c'est ce que j'ai fait, j'ai écrit une pièce de théâtre avec mon collectif que l'on a monté, que l'on a joué, j'ai énormément de nouvelles que j'ai écrites, des courts-métrages, des choses comme ça, et bien sûr le roman était pour moi le Saint Graal, aller se frotter au roman. Donc quand j'ai eu la chance de trouver cette possibilité d'éditer un texte, avant même que le texte existe, ça a déjà été la grande chance, c'est que un éditeur est venu vers moi, et j'étais pas avec un manuscrit à l'envoyer dans toutes les maisons d'édition. Donc quand cette possibilité est enfin arrivée, je me suis posé la question de ce que je voulais dire et écrire. J'ai commencé plusieurs histoires parce que, bien sûr, je sortais de cet album Pili Pili sur un croissant beurre, qui était un album autobiographique, et je sentais que j'avais pas forcément envie de me répéter sur certaines choses. C'est pas qu'il n'y a pas de rencontre dans la musique, mais déjà les concerts font qu'on va chanter 100 fois la même chanson. Donc on habite dans un texte, dans une émotion. Et donc pour éviter cette idée de repartir dans ces régions-là, dans ces thématiques-là, j'ai essayé d'autres choses. Et rapidement, s'est imposée à moi une idée qui est profonde et auquel je crois véritablement, c'est que nous portons tous en nous un roman, même les gens qui n'écrivent pas. On a tous en nous un roman. Si on vous obligeait, ici chacun, à vous mettre à table et à écrire quelque chose, finalement, vous auriez eu une histoire qui s'impose à vous, qui est soit liée à votre enfance, ou à une personne que vous avez rencontrée, ou c'est à plein d'autres choses. Et ça, je m'en suis rendu compte en faisant des ateliers d'écriture avec des lycéens ou des collégiens ou même des adultes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont pas la pratique de l'écriture, lorsqu'on leur demande d'écrire en toute liberté quelque chose, ils écrivent toujours quelque chose d'important pour eux. Personne n'écrit des calembours, des histoires drôles, où tout de suite on se trouve face à des textes très profonds. Et donc cette évidence-là s'est imposée à moi, et je me suis dit, bon, tu vas pas tricher, tu vas aller au bout de cette histoire, parce que cet album, bien sûr, tu as dit des choses, mais il y a un monde que la chanson ne permet pas de reconstituer. Et moi, c'était ce monde de l'enfance, avec ses saveurs, ses odeurs, ses personnages, etc. Je me suis dit, je vais recréer le décor
de ce Bujumbura des années 90, et surtout je vais retrouver le temps d'avant la violence. Parce que ce qu'il me restait malheureusement du Burundi et à travers l'histoire du Rwanda, c'était un souvenir de violence, c'était un souvenir douloureux, c'était un exil forcé. Et donc il fallait, pour moi, renouer avec cette enfance heureuse. Et donc c'est là-dessus que j'ai commencé à écrire. Et puis après, la guerre et le génocide qui arrivent dans cette histoire, ça c'est au fil de l'écriture que je suis arrivé à ça. Mais l'idée première, c'était de retrouver le paradis d'enfance. Le paradis de l'enfance. Mais Gabriel, vous vous souvenez d'abord pourquoi vous l'avez appelé Gabriel? Et puis, il ressemble à quoi, par exemple? Vous l'avez rencontré un jour, vous vous êtes réveillé un matin, tiens, il va s'appeler Gabriel, il sera comme ci, comme ça? Oui, alors il y a la petite cuisine de l'écrivain, c'est-à-dire, d'abord, il fallait trouver un temps du récit. On ne se pose jamais ces questions quand on écrit une chanson. Hein. On est là, on a un clavier, on a une guitare, et puis d'un coup, on dit « Ah, je suis sur scène avec Valérie ». On n'est pas en train de se dire « Quel temps du récit je vais adopter qui va être le narrateur, etc. » Donc, bien sûr, j'ai commencé toutes ces choses-là, un narrateur omniscient, de trouver un narrateur dans un personnage secondaire, etc. Je voulais absolument éviter le côté « Tiens, il a écrit son autobiographie, le gars, il faut absolument qu'il revienne avec cette histoire ». Je voulais absolument éviter ça. Et puis après, à un moment donné, il y a des évidences. C'est qu'il ne faut pas non plus tricher avec soi-même. Et donc, Gabriel, il s'appelait Stéphane, mais ça ne marchait pas. Enfin, pour moi, émotionnellement, ça ne marchait pas. J'arrivais pas. Et puis, avec le narrateur omniscient, c'était pareil. Ou bien au début, c'était Donatien qui racontait l'histoire. Eh bien, j'arrivais pas à rentrer dans l'histoire. Et donc, à ce moment-là, en tant qu'auteur, on s'auto-analyse. Alors, qu'est-ce qui te dérange? L'évidence encore, c'était que j'écris les chansons à la première personne du singulier, que je les incarne. Donc, il fallait que je puisse également m'incarner dans la peau de ce petit garçon, que je sois lui, et que même son prénom puisse m'être familier, puisse me permettre de m'identifier. Et donc, bon, c'est tout ça qui fait que je suis arrivé non seulement à ce temps du récit, à ce ton, et à ces choix. Alors, dans ce paradis d'enfance, il y a des spécificités quand même qui sont assez frappantes, je trouve. C'est la manière dont, j'allais dire, la classe sociale, quoi. On nous parle pas toujours avec cette finesse des milieux sociaux, finalement. L'Afrique, c'est toujours ceci, tel pays, les pauvres, les affreux riches. Et là, tout d'un coup, on est dans un milieu où les gens ont les moyens, qui sont souvent des expats ou du moins des caramels, là, comme vous dites, ou métis plus tard. Bon. Et le petit Gabriel et ses amis, ils se moquent des mœurs de la campagne, comment on va aux toilettes, c'est dégueulasse. Ils découvrent aussi la pauvreté avec une histoire de vélo c'est un enfant qui veut son vélo, et le petit pauvre qui pourrait l'avoir, mais on s'en fout, quoi. C'est son vélo à lui, et c'est des choses assez violentes, quoi. Enfin, j'imagine que quand on écrit ça, après on se dit ou pas. Est-ce que quand même j'écris ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Oui, ce qui était très vite ce que j'ai voulu raconter, c'est le péril, le danger qui vient. Et le danger vient déjà avec cette idée qu'on ne peut pas, qu'on n'est jamais neutre. Et c'est ce que Gabriel va comprendre avec cette histoire du vélo, par exemple. Il va comprendre qu'il a une position. Et en tant qu'enfant, on ne peut pas savoir dans quel milieu social on évolue véritablement. Peut-être qu'on peut ressentir, mais là, ça va lui apparaître avec cette histoire du vélo. Et puis la violence également. Il y a en sous-entendu la question ethnique qui est déjà là, parce que Innocent
lui parle de ces paysans, lui l'homme de la ville, mais en fait ce qu'on peut comprendre à une deuxième lecture, c'est que lui, innocent, c'est un Tutsi de la ville, et ces paysans-là, il n'en a rien à faire parce que ce sont des campagnards, ce sont les Hutus de la campagne. Il y a toutes ces choses qui sont là en filigrane, mais que lui ne peut pas ressentir, Gabriel. Il se dit que ce vélo lui appartient, il va vouloir le récupérer en se disant qu'il est dans son bon droit. Et bien sûr, très rapidement va arriver la question de la culpabilité et du fait qu'il n'est pas si neutre et innocent que ça. Oui, d'ailleurs, c'est vraiment à ce niveau-là qu'on voit à quel point c'est un roman d'apprentissage. Mais vous avez voulu, a posteriori, dénoncer des choses, mettre le doigt sur les clichés. Je pense par exemple au portrait de Jacques, qui est l'ami du père de Gabriel, qui est vraiment l'affreux colon, quoi. Alors lui, c'est... Mais vous le décrivez avec presque de la légèreté, quoi. Vous avez le droit de vous moquer, et c'est pas toujours ça, enfin pas d'habitude, mais souvent c'est assez lourd, ou alors c'est carrément comique et grotesque. Mais là, c'est... Qu'est-ce qu'on fait avec des gens comme ça s'ils ont existé ? Moi, ce que je voulais faire, c'était d'aimer tous mes personnages. Je voulais en détester aucun. D'ailleurs, je n'en déteste aucun. Pas les aimer d'amour, mais disons, essayer de les comprendre. Les comprendre dans leur position, ne pas les juger. Et donc, bien sûr, Jacques, c'est un colon belge, comme il en existe encore un petit peu dans la région, de moins en moins, mais il y en avait beaucoup du temps de mon enfance, et puis avant ça, alors là, il y en avait pléthore. Et bien, maintenant, avec le politiquement correct, c'est plus difficile de faire ce genre de blagues. Ouais. Mais par contre, en même temps... Jacques est de cet endroit, il le dit, il est né là, il ne se voit pas aller ailleurs. Il a une complexité, mais comme je pense tout le monde a une complexité, et il fallait, bien sûr, ses propos sont des propos clichés de colon, mais sa position dans la société, la manière dont il interagit, par exemple même avec... son cuisinier, ou bien la façon dont il va sauver Yvonne également, il va la ramener à Bujumbura. Tout ça font qu'il est dans cette région, et qu'il est le premier également à être affecté par le gâchis, le gâchis de la violence, le gâchis de la corruption. Voilà. Et tous mes personnages avaient envie qu'ils puissent avoir une complexité et surtout ne pas les juger. Donc, essayer de les aimer. Et puis, il y a évidemment tout un registre d'émotions diverses. Et notamment, alors il y a des choses très drôles, et puis il y a des choses très douloureuses, hors politique, qui sont le divorce de ses parents, ou du moins la mise en route du divorce. Comme j'aime beaucoup cette scène où l'enfant est dans sa chambre la nuit, et il dit mon auriculaire agrandissait un trou dans la moustiquaire de mon lit. Les voix se mélangeaient, se distordaient dans les graves et les aigus, rebondissaient contre le carrelage, résonnaient dans le faux plafond. Je ne savais plus si c'était du français ou du kirundi, des cris ou des pleurs, si c'était mes parents qui se battaient ou les chiens du quartier qui hurlaient à la mort. C'est-à-dire, il y a la violence intrinsèque à la famille, la violence dehors. Et puis, il y a des choses, il y a des choses beaucoup plus drôles, comme Gaël Faye, ce petit passage que vous allez nous lire, qui va un peu montrer les différentes tonalités de votre roman. Ah oui. En général, ça, c'est le passage, messieurs, ça fait mal. Alors, les jumeaux. Les jumeaux sont donc des copains qui appartiennent à la bande de Gabriel. Les jumeaux sont passés à la maison pour me raconter leurs vacances de Noël chez leur grand-mère, à la campagne. C'était horrible. Il n'y avait pas de salle de bain. Alors on devait se laver tout nu dans la cour devant tout le monde. Au nom de Dieu, Gabi. Et comme ils n'ont pas l'habitude de voir des métis comme nous,
Les enfants du village venaient nous espionner à travers la clôture. Ils criaient « Petit cul blanc !» C'était vexant. Grand-mère les chassait en leur jetant des cailloux. Et c'est là qu'elle a remarqué qu'on n'était pas circoncis. Tu sais ce que c'est circoncire? J'ai fait non de la tête. C'est couper le zizi. Grand-mère a demandé à tonton Sostène de nous circoncire. Nous non plus, à ce moment-là, on ne savait pas de quoi il s'agissait. Alors, au début, on n'a pas fait attention. Grand-mère parlait en kirundi avec tonton. On ne comprenait rien, mais elle n'arrêtait pas de pointer son doigt vers nos braguettes. On voulait appeler les parents parce qu'on sentait que grand-mère et tonton préparaient quelque chose de vraiment louche. Mais je te dis, là-bas, c'est la vraie campagne. Pas de téléphone, pas d'électricité. Les toilettes, mon cher, c'est un trou dans la terre avec des mouches en stationnement longue durée. Au nom de Dieu, Gabi. Chaque fois que les jumeaux juraient, ils disaient « au nom de Dieu » et glissaient en même temps un doigt sur leur cou, comme le couteau qui égorge le poulet, concluant le geste par un claquement de doigts dans l'air, pouce contre index. Fais comme ça. Tonton Sostène est arrivé avec les grands cousins Godefroy et Balthazar. Ils nous ont emmenés à la sortie du village, dans une petite maison en terre avec une table en bois au milieu de la pièce. Tonton avait acheté une lame de rasoir à la boutique. Godefroy m'a tenu les bras dans le dos et Balthazar a bloqué mes jambes. Et tonton a baissé ma culotte, il a attrapé mon zizi, il a posé sur la table, il a sorti la gilette et zip, coupé le bout. Après, il a mis de l'eau salée dessus pour désinfecter. Au nom de Dieu. Yeah, baba, ouais! Quand j'ai vu ça, j'ai galopé directement dans les collines comme un impala poursuivi par des guépards. Mais les cousins m'ont attrapé, bloqué et zip, même chose. Après, tonton Sostène a mis nos petits bouts de zizi dans une boîte d'allumettes qu'il a donnée à grand-mère. Elle a ouvert la boîte pour vérifier le travail. Il y avait la satisfaction des Rolling Stones sur son visage. Au nom de Dieu. C'était maléfique même. Pour couronner le tout, elle a enterré nos bouts de zizi dans la parcelle, sous les bananiers. Ils sont montés au paradis des bouts de zizi. Que Dieu ait leur âme. Amen. Et puis, c'était pas fini. On a dû porter une robe comme les filles, parce que les pantalons, ça frotte trop sur la blessure, tu comprends? La robe, c'était la honte internationale, mon cher. Quand nos parents sont venus nous chercher à la fin des vacances, et qu'ils nous ont trouvés dans cet accoutrement, ils étaient surpris. Notre père a demandé ce qu'on faisait en jupe. On a tout balancé. Papa était énervé contre la vieille. Il a dit qu'on était français, pas juifs. Voilà, alors ça, c'est le côté light, on va dire. Enfin, si on peut dire. Et... Je crois que pour les hommes, là, c'était pas... ils ont passé un très mauvais moment. Hein. Non, je parlais plutôt du registre de l'écriture, la tonalité. Et puis, il y a doucement, comme vous l'avez dit, cette espèce de peur qui monte. Il y a le père qui a des conversations au téléphone, qui commente la situation politique. L'enfant ne comprend rien. Alors, c'est toujours difficile parce qu'on ne sait pas si le public a lu le livre ou pas. C'est pourquoi on en dit un petit peu, mais pas trop. Et c'est-à-dire, on essaye de satisfaire ceux qui veulent en savoir plus et d'allécher non, mais ceux on peut demander qui n'a pas lu. Levez la main. Bon, il y en a quand même. Bon. Ah, il y en a quand même. Bon. À cause de vous, on ne peut pas tout dire. Voilà. Et alors, l'idée, c'est de savoir un petit peu comment vous avez mis le savoir postérieur au moment de l'enfance réelle. C'est-à-dire, en fait, vous avez appris plein de trucs après, comme vous nous avez dit. Et donc, Gabriel ou votre double, ou vous n'avez pas su certaines choses. Et là, l'enfant, à la fois, il ne sait pas. Comment on dose ça? L'apprentissage de la compréhension de ce qui se passe. Et est-ce que vous-même, vous avez compris quelque chose ou rien du tout? Pas grand-chose, d'après ce que vous nous disiez. Non, moi, j'ai rien compris au moment. Alors, pourquoi lui, il devait comprendre? Bah oui, mais ça, c'est un peu l'arnaque de la littérature. Hein. Ah ouais. Là, j'assume le fait qu'effectivement, je lui prête une lucidité que moi j'ai en tant qu'adulte. Et je pense que si j'avais voulu être complètement dans le réalisme,
effectivement, il n'aurait peut-être pas pu tout saisir. Mais encore une fois, ça j'ai conscience de la limite de cet exercice. J'ai essayé de le doser. Je crois que ce que j'ai offert à Gabriel, c'est une intelligence, une sensibilité en tout cas, une très haute sensibilité, qui n'est pas à la portée de tous les enfants. Et d'ailleurs, j'ai voulu marquer cette sensibilité dans les lettres qu'il adresse à sa correspondante française, Laure. Et d'entrée de jeu, je montre la différence entre Laure et Gabriel dans leur regard sur le monde et sur la vie. Elle, finalement, et c'est pas parce qu'elle est française, on pourrait croire que, tiens, Gabriel, il est en Afrique, donc il est au Burundi, il est beaucoup plus clairvoyant, beaucoup plus fin qu'une petite française, alors que c'est pas du tout ça que j'ai voulu dire. J'ai voulu simplement dire qu'il avait une sensibilité qui le rendait assez original, assez décalé, une curiosité assez grande, une maturité par rapport à ce que pourrait être un enfant de son âge. Donc on le ressent dans les lettres, mais on le ressent aussi finalement quand la guerre s'invite par couches successives dans l'impasse avec sa bande de copains. Il est le seul à tenir à cette enfance, à essayer de déconstruire le piège qu'il voit poindre, là où ses copains s'engouffrent très rapidement. Voilà, donc je ne sais pas si Gabriel pourrait exister véritablement dans la réalité, mais en tout cas, je lui ai donné c'est un super héros de sensibilité. Et justement, à propos de la manière dont il voit les choses arriver, il y a ce coup d'État donc au Burundi, et on va voir comment le super sensible Gabriel raconte cela. Je dormais d'un sommeil léger quand j'ai senti qu'on me touchait la tête. J'ai d'abord pensé que des rats grignotaient les boucles de mes cheveux, comme cela arrivait avant que papa n'installe des pièges dans toute la maison. Puis j'ai entendu chuchoter « Gabi, tu dors ?» La voix d'Anna a achevé de me réveiller. J'ai ouvert les yeux. Notre chambre était plongée dans le noir. De la main gauche, j'ai tiré le rideau. Un rayon de lune a traversé la moustiquaire de la fenêtre, éclairant le visage apeuré de ma petite sœur. « Qu'est-ce qu'on entend, Gabi ?» Je n'ai pas compris. La nuit était calme. Je reconnaissais simplement les ululements de la chouette installée dans le faux plafond au-dessus de notre chambre. Je me suis redressé et j'ai attendu jusqu'à ce que résonnent plusieurs bruits secs rapprochés les uns des autres. On dirait des coups de feu. Anna s'est glissée dans mon lit pour se blottir contre moi. Un silence angoissant succédait au bruit d'explosions et de tirs de mitraillettes. Anna et moi étions seuls à la maison. Papa découchait souvent depuis quelque temps. Innocent disait qu'il fréquentait une jeune femme qui habitait la rue derrière chez lui, dans le quartier populaire de Bouiza. Cela m'attristait, car depuis qu'ils se parlaient à nouveau, j'avais l'espoir que maman et papa se remettent ensemble. J'ai pressé le bouton qui éclairait ma montre. Le cadran affichait 2 heures du matin. À chaque explosion, Anna se serrait un peu plus contre moi. Il se passe quoi, Gabi ? Je ne sais pas. Les coups de feu ont cessé vers 6 heures du matin. Papa n'était toujours pas rentré. Nous nous sommes levés, habillés, puis nous avons préparé nos cartables. Proté n'était pas là non plus. Nous avons mis la table du petit déjeuner sur la terrasse. J'ai préparé le thé. Le perroquet faisait des culbutes dans sa cage. J'ai cherché quelqu'un dans la parcelle. Il n'y avait pas âme qui vive. Même le zamou avait disparu. Après avoir mangé, nous avons débarrassé la table. J'ai aidé Anna à se coiffer. Toujours personne dans la maison. Je guettais le portail. C'était l'heure où les employés étaient censés arriver. Mais rien ne bougeait. Nous nous sommes assis sur les marches de l'entrée pour attendre l'arrivée d'Innocent ou de papa. Anna a sorti son cahier de mathématiques de son cartable et s'est mise à réciter ses tables de multiplication. Sur la route, devant la maison, il n'y avait ni piéton ni voiture. Que se passait-il ? Où étaient-ils tous ? On entendait un air de musique classique dans le voisinage. Nous étions un jeudi, mais le quartier était plus calme qu'un dimanche matin. Finalement, une voiture s'est approchée.
J'ai reconnu le klaxon de la Pajero et me suis précipité pour ouvrir le portail. Papa avait un visage grave et des cernes sous les yeux. Il est descendu de la voiture et nous a demandé si nous allions bien. J'ai fait oui de la tête, mais Anna boudait. Elle lui en voulait de nous avoir laissés toute la nuit. Papa a marché rapidement jusqu'au salon. Il a allumé la radio. Nous avons entendu le même air de musique classique qui flottait dehors. Il a mis la main sur son front en répétant « Merde, merde, merde ». Plus tard, j'ai appris que c'était une tradition de passer de la musique classique à la radio quand il y avait un coup d'État. Le 28 novembre 1966, pour le coup d'État de Michel Michambello, c'était la sonate pour piano numéro 21 de Schubert. Le 9 novembre 1976, pour celui de Jean-Baptiste Bagaza, la symphonie numéro 7 de Beethoven. Et le 3 septembre 1987, pour celui de Pierre Bouyoya, le boléro en do majeur de Chopin. Ce jour-là, le 21 octobre 1993, nous avons eu droit au Crépuscule des dieux de Wagner. Et là, en fait, ce 21 octobre, c'est le début d'une guerre civile sanglante, massacres qui vont coûter, je crois, la vie à plus de 300 000 Burundais. Voilà, et c'est pas fini du tout. Donc, c'est le crépuscule de quoi pour vous, en fait, si on veut... Oui, là, c'est la fin, c'est la fin du petit paradis, hein, ce jour-là. Pour moi, personnellement, oui, pour vous, pas pour Gabriel, oui, là, je parle pour moi, personnellement, encore une fois, je vivais en face de mon école, de l'école française. Cette nuit-là, on avait entendu vraiment voilà, tout ce que Gabriel entend avec sa petite sœur. Et puis le matin, j'étais allé à l'école à pied, parce que j'allais à l'école à pied. Et je suis arrivé, d'habitude, sur le parking, il y avait toujours plein de voitures, il y avait les élèves, leurs parents, etc. Là, il n'y avait personne. Et donc, j'ai pas compris ce qui se passait. J'ai cru que j'étais arrivé en retard. Donc, j'ai tapé de toutes mes forces sur la porte de l'école. Et un monsieur est passé en courant en me disant « Petit, rentre chez toi, on a tué le président. » Voilà. Et puis après, oui, la vie a changé à ce moment-là. Oui, il a fallu rentrer. Puis alors, de l'autre côté, il y avait ce... Donc, vous l'avez évoqué, hein, du côté de la famille de la mère de Gabriel, il y a le Rwanda qui, tout d'un coup... il y a cette histoire, et puis il y a cette accélération de l'histoire. Et là, tous les réfugiés, pas tous, mais j'imagine une grande partie des réfugiés au Burundi, ils ne peuvent pas rester au Burundi. Il faut qu'ils retournent au pays, il faut qu'ils s'engagent. Et là, toute la famille que vous décrivez... dans laquelle il y a des musiciens, c'est une famille drôle, hein, il y a des tas de personnalités très voilà, et très hautes en couleur, comme on dit. Et sinon, ce qui est évidemment frappant, c'est la manière de nouveau dont Gabriel va vivre ça à travers la radio, etc. Donc, je ne sais pas si vous voulez commenter puis lire après ou inversement. Oui. Il y a eu deux départs successifs. Enfin, il y a eu le premier départ des fils et des filles de ces exilés rwandais des années 60, donc on va dire la génération de ma mère, qui est représentée dans le roman par Pacifique, le tonton Pacifique. Eux, à partir de 90, lorsque le FPR attaque le Rwanda, donc ce sont... c'est une armée composée de ces filles et fils d'exilés, également de Rwandais qui s'opposent au gouvernement à Birimana au Rwanda, et donc qui vont créer une rébellion et vont essayer de récupérer par les armes le pays. Et donc, on a vu durant ces époques énormément de jeunes garçons et puis de jeunes filles s'engager
pour aller récupérer un pays qu'ils ne connaissaient pas. Parce qu'ils étaient nés, soit ils étaient nés ou ils étaient partis très jeunes et avaient grandi en exil. Et donc il y a cette première vague de départ. Et ensuite, après, une fois que à la fin du génocide, donc en juin 1994, eh bien, cette fois-ci, les parents et puis les plus jeunes, ceux qui ne sont pas partis au front, il y a eu un retour massif de tous ces réfugiés, que ce soit d'Ouganda, du Rwanda, d'Ouganda, du Burundi, du Congo, de la Tanzanie, et puis même des fois de pays beaucoup plus lointains, même de Belgique, de France, du Canada, qui sont rentrés au Rwanda pour, comme on dit, reconstruire le pays après ces 3 mois de génocide. Donc oui, c'est ces deux mouvements-là aussi que j'essaye que je raconte dans le roman. Ah oui, donc ouais, ça c'est un passage particulier, c'est le moment, on est en avril 1994, donc c'est le début du génocide des Tutsis au Rwanda. Ce matin du 7 avril 1994, la sonnerie du téléphone a retenti dans le vide. Papa n'était pas rentré de la nuit. J'ai fini par décrocher. Allô ? Allô ? C'est toi, maman ? Gabi, passe-moi ton père. Il n'est pas là. Comment ? Elle a fait une pause. J'entendais sa respiration. J'arrive. Comme au lendemain du coup d'État, il n'y avait personne dans la parcelle, ni Proté, ni Donatien, ni même la sentinelle. Tout le monde avait disparu. Maman est arrivée rapidement sur sa moto. Elle avait encore son casque sur la tête quand elle a monté les marches de la Barza, 4 à 4, pour nous prendre dans ses bras, Anna et moi. Maman avait des gestes fébriles. Elle a préparé du thé dans la cuisine, puis est venue s'asseoir dans la maison. Elle tenait sa tasse avec ses 2 mains, soufflant sur la vapeur parfumée qui s'en échappait. « Votre père vous laisse souvent seul ?» Au moment où je répondais non, Anna disait oui. La nuit du coup d'État, papa n'était pas là, a lâché Anna comme pour régler des comptes. « Salopard !» a lancé maman. Quand papa est arrivé et qu'il est entré dans le salon, il n'a dit bonjour à personne. Il semblait simplement étonné de trouver maman assise sur le canapé. « Qu'est-ce que tu fais là, Yvonne ? Tu n'as pas honte de laisser tes enfants seuls toute la nuit ? Ah, je vois, tu veux qu'on en parle, vraiment ? Tu as quitté le domicile conjugal, alors tu es certainement la moins bien placée pour les reproches. » Maman a fermé les yeux. Elle a baissé la tête. Elle s'est mise à renifler avant d'essuyer son nez avec la manche de son chemisier. Papa l'a regardée durement, prêt à en découdre. Quand elle s'est tournée vers nous, ses yeux étaient rougis par les larmes. Elle a dit « Le président du Burundi et celui du Rwanda ont été tués cette nuit. L'avion dans lequel ils étaient a été abattu au-dessus de Kigali. Papa s'est laissé tomber dans un fauteuil, sonné. Jeanne et Pacifique ne répondent pas. Tante Sébi non plus. J'ai besoin de ton aide, Michel. » À Bujumbura, la situation était calme malgré l'annonce de l'attentat et la mort du nouveau président. Papa a contacté les gendarmes de l'ambassade de France pendant que maman tentait désespérément de joindre sa famille au Rwanda. Au fil des heures, des jours, des semaines, les nouvelles qui nous parvenaient du Rwanda confirmaient ce que Pacifique avait prédit quelques semaines plus tôt. Partout dans le pays, les Tutsis étaient systématiquement et méthodiquement massacrés, liquidés, éliminés. Maman ne mangeait plus. Maman ne dormait plus. La nuit, elle quittait discrètement son lit. Je l'entendais décrocher le téléphone du salon, composer pour la 1000e fois les numéros de Jeanne et de tante Sébi. Le matin, je la retrouvais endormie sur le canapé, le combiné posé à côté de son oreille, la ligne qui sonnait dans le vide. Chaque jour, la liste des morts s'allongeait. Le Rwanda était devenu un immense terrain de chasse dans lequel le Tutsi était le gibier. Un humain coupable d'être né, coupable d'être. Une vermine aux yeux des tueurs. Un cancrelat qu'il fallait écraser. Maman se sentait impuissante, inutile. Malgré sa détermination et l'énergie qu'elle déployait, elle ne parvenait à sauver personne. Elle assistait à la disparition de son peuple, de sa famille, sans rien pouvoir faire. Elle perdait pied, s'éloignait de nous et d'elle-même. Elle était rongée de l'intérieur. Son visage se flétrissait, de lourdes poches cernaient ses yeux.
Des rides creusaient son front. Les rideaux de la maison restaient tirés en permanence. Nous vivions à contre-jour. La radio résonnait bruyamment dans les grandes pièces sombres, diffusant des cris de détresse, des appels au secours, des souffrances insoutenables au milieu des résultats sportifs, des cours de la bourse et de la petite agitation politique qui faisait tourner le monde. Au Rwanda, cette chose qui n'était pas la guerre dura 3 longs mois. Je ne me souviens plus de ce que nous avons fait durant cette période. Je ne me souviens ni de l'école, ni des copains, ni de notre quotidien. À la maison, nous étions à nouveau tous les 4, mais un immense trou noir nous a engloutis, nous et notre mémoire. D'avril à juillet 1994, nous avons vécu le génocide qui se perpétrait au Rwanda à distance, entre 4 murs, à côté d'un téléphone et d'un poste de radio. Comment est-ce qu'on fait pour raconter sans décrire? C'est-à-dire qu'après, il va y avoir évidemment la réalité dans la famille de tout ce qui s'est passé. Et ça s'est forcément passé autour de vous, ou dans la famille de votre femme, ou d'amis. Ou bon. On vous voit un moment dans le film Entre deux fleuves visiter à Kigali le mémorial. Et tout ça, c'était avant d'écrire. Donc, je ne sais pas, c'est une question évidemment très importante sur le rapport à ce réel-là. On a eu des tas de témoignages, on a eu des essais, des documentaires, des pièces de théâtre. Et vous mettez un petit garçon là-dedans, et voilà. Je crois que ce qui me manquait aussi dans la littérature qui existe sur le génocide des Tutsis au Rwanda, c'était la possibilité de sortir d'un livre avec un peu de souffle, un peu de lumière. Bien sûr, j'ai lu Jean Asfeld, j'ai lu Boubacar Boris Diop, j'ai lu Dimanche à la piscine à Kigali. Tous ces livres sont formidables, mais nous laissent avec un désespoir très grand sur notre possibilité en tant qu'être humain nous laisse peu d'espoir en fait. Il y a les ténèbres de l'humanité qui s'expriment dans tous ces livres-là. Et je ne voulais pas sortir de mon histoire abattue. Et bien sûr, moi, ça ne m'intéressait absolument pas de rentrer dans des descriptions macabres parce que je ne suis pas sûr que ce soit que la littérature soit ce lieu-là. Je crois que si vous voulez comprendre cette dimension-là, il est beaucoup plus intéressant de lire des témoignages de rescapés, de survivants. Je crois qu'un roman doit servir à... En tout cas, pour moi, j'ai besoin qu'il me serve à autre chose, à peut-être une forme d'espoir ou de lumière. Et on sait tous qu'un génocide, c'est une violence inouïe. Il n'y a pas besoin d'en rajouter. Donc, bien sûr, il va se passer... il y aura ce génocide qui va se dérouler. Gabriel va le recevoir, mais à travers les mots de sa mère, qui vont être déjà un filtre. Et sa mère va arriver après le massacre, donc après ce génocide. Donc, d'une certaine manière, je pense que c'était la description même n'était pas nécessaire. Et puis il faut quitter donc ce petit pays. Et dans ce livre, on a, en fait, c'est pas Gabriel l'enfant de 10-11 ans du narrateur qui ouvre le livre. C'est un personnage qui est plus âgé que cela, qui vit mal un jour d'anniversaire
C'est Gabriel, mais je veux dire, on ne le sait pas encore. Et puis, évidemment, il y a là. Alors, comment est-ce que... comment vous avez divisé ce personnage entre l'adulte qui revient sur... Enfin, était-ce nécessaire d'avoir cette voix-là Oui, c'était nécessaire. Parce que lui, il est enfant. J'ai eu des débats sur cette question-là. On m'a dit non, mais c'était pas la peine de mettre Gabriel adulte. Pour moi, c'était absolument nécessaire. Alors déjà, au début, dans la première mouture du texte, la voix de l'adulte avait autant d'importance que la voix de l'enfant. J'alternais vraiment un chapitre de l'adulte avec un chapitre de l'enfant. Et ce qui m'embêtait avec la voix de l'adulte, c'est que l'histoire devenait trop réaliste. Moi, ce qui m'intéressait avec l'enfant, c'est qu'il est sur un fil ténu entre la légèreté, la gravité. Mais comme souvent les enfants le sont finalement, c'est qu'ils peuvent passer d'une réflexion très profonde à une réflexion très, très légère, très enfantine, très naïve, très innocente. Ils alternent entre tout ça. Et donc ça donne un ton, pour moi, qui met à distance, et puis en plus qui n'assène pas de vérité, là où l'adulte peut justifier l'injustifiable, peut finalement donner des réponses plus que se poser de questions. Donc j'ai, dans la deuxième partie de réécriture du texte, j'ai supprimé la voix de l'adulte totalement, et puis je me suis dit, ce qui manque, c'est que l'enfant finit par quitter le lieu. Et je ne voulais pas terminer comme un mauvais film hollywoodien sur l'Afrique, où finalement c'est toujours une terre qu'il faut fuir, parce que c'est un mouroir et que notre salut ne peut être qu'en Amérique ou en Europe, etc. Le lien n'est jamais rompu finalement, même l'exilé continue de vivre là. Et il fallait montrer que cette terre était, non seulement l'accompagner, ce lieu, cette mémoire, cette histoire était en lui, et qu'il y avait aussi un mouvement de retour, qui est une tension permanente. Personne... À part, oui, ça arrive, certes. D'ailleurs, Anna, la sœur de Gabriel, dit non, moi je ne retournerai pas dans cet endroit. Mais quand même lorsqu'on a une histoire douloureuse, la tentation, l'envie, le rêve de retourner est important et là est présent. On ne quitte pas un lieu de guerre et de massacre, on quitte des lieux qu'on aimait, on quitte des familles, on quitte des amis, on quitte un quartier. C'est ça qu'il faut bien avoir à l'esprit. Parce que les gens arrivent ici, on leur appose des identités, on parle de réfugiés, on parle de migrants, mais non, c'est avant tout des femmes, des hommes, des enfants qui avaient des lieux où ils étaient chez eux, ils étaient entourés d'amour de quotidien, de train-train, tout comme on l'a ici. Et c'est ça qui est dans leur mémoire. C'est ça qu'ils regrettent. Et il ne faut pas les définir à travers la guerre et la violence qu'ils ont quittée. Et c'est ça qu'il fallait que ce texte dise aussi. S'arrêter sur l'enfance, c'était finalement quitter un lieu qui n'a que vocation à être quitté. Je n'ai pas besoin de commenter la résonance de tout ce qu'il y a dans le livre de Gaël Faye, qui évidemment est en partie en dehors du talent de son écriture, qui fait que ce livre est absolument indispensable aujourd'hui et qui récolte tous ces lauriers, mais c'est des choses très très importantes pour notre monde actuel. Et aussi cette illustration de la jeunesse qui fait que finalement vous êtes exprimé quand vous êtes revenu en France à 13 ans à travers le hip-hop. Et si vous pouvez a cappella nous comment dire, déclamer un morceau qui s'appelle TV, ça nous donnerait une idée de ce tournant dans votre vie. Oui, alors... TV, c'est une chanson
j'avais envie d'écrire parce qu'il y a quelque chose qui me suit, enfin qui me suit plus trop parce que je l'ai supprimé de ma vie, mais c'est la télé. Et donc le rapport que j'avais à la télé lorsque j'étais à Bujumbura était très différent du rapport que j'ai eu ensuite en arrivant en France. Et je voulais analyser ça parce que je me souviens d'une image qui m'avait vraiment marqué, qui m'a marqué a posteriori. C'est-à-dire, il y avait déjà la sortie de Mandela, je me souviens, à la télé. J'étais chez ma grand-mère d'ailleurs, à l'OCAF, et un dimanche après-midi, on avait vu tous les adultes qui étaient autour de ce petit poste-là essayer de remettre l'antenne. Et puis, il est sorti, et puis tout le monde exultait. Nous, les gamins, on ne comprenait pas, mais c'est qui ce vieux là qui sort Voilà, et puis c'est après, c'est des années plus tard qu'on se dit, mais en fait, ce jour-là, on avait vécu quelque chose de fort. Et puis, il y a aussi le discours de la Baule. Alors ça, par contre, c'est moins... Ça fait partie de l'histoire. C'est moins charmant. Oui. C'est le discours de la Baule de Mitterrand. Et pareil, les adultes étaient devant ces images-là, ils disaient « Ah non, c'est important, etc. » Et puis nous, on trouvait ça très chiant. Et après, j'ai compris pourquoi. Donc, le TV. Je ne vais pas vous faire le refrain, mais le refrain dit « C'est cool, c'est cool. Ma jeunesse s'écoule entre un mur qui tombe et deux tours qui s'écroulent. » C'est pour ceux qui sont nés, qui ont grandi dans les années 90. Alors... Même au fin fond de mon petit pays, je regardais ma lucarne. Les convulsions du monde nous parvenaient comme un lointain vacarme. Souvent, la télé se partageait avec l'ensemble du voisinage. La mondovision canapé transforme le globe en un village. Et fraction de l'imaginaire, partageons tous la même doxa. Roger Mila en Coupe du Monde et le monde danse le makossa. La guerre du Golfe de Mr. Bush, avant fiston, il y avait papa et je matais le pillage des pipelines en bouffant mes papayes. Nous étions tous ces mêmes gamins rêvant d'entrer dans la Dream Team. Malgré l'arceau dans mon jardin, j'ai jamais vu Patrick Ewing. Je me suis accroché à des rêves souvent très loin de mon quotidien. Je connaissais bien moins ma culture que le western hollywoodien. On pensait tenir aucun rôle dans le programme de leur feuilleton. Mais un jour, en Gaule, à la Baule, il y a eu le discours de Tonton. Démocratie, multipartisme, fallait ranger les pistolets. Comme rien n'est simple, la guerre a éclaté, j'ai éteint ma télé. Pendant qu'on se débattait dans une fournaise, les autres nous regardaient, assis, en charentaise, à se demander « C'est quoi la télé ? C'est quoi ces peuples qui crient à l'aide entre le fromage et le dessert ? L'humanité bien plus fragile qu'une orchidée dans le désert. Et quand le drame est bien trop grand, il se transforme en statistique. Et les Didi a plus de poids qu'1 million de morts en Afrique. L'ignorance est moins mortelle que l'indifférence aux sanglots. Les hommes sont des hommes pour les hommes et les loups ne sont que des chiots. Alors on agonise en silence, dans un cri sans écho. Et même si la technique avance, elle ne changera pas la déco. On a grandi avec le poids de nos démons sur le roc des coteaux. Alors donnez-nous des mots pour qu'on vous change la photo. Pour qu'on écrive à hauteur d'homme ce que la télé ne montre pas. Les battements du cœur de mon âme est une info qui ne ment pas. Je venais d'Afrique mais sans connaître Kouchner et puis son sac de riz. J'ai débarqué un soir d'hiver ici avec un sac de rimes. J'ai perdu mon jardin d'Éden où je me nourrissais de mangue. Je suis prisonnier de mes chaînes vu qu'ici la télécommande. Je l'ai rallumé dans un 3 pièces d'un immeuble surchauffé et je l'ai entretenu comme le feu parce que dehors je me l'ai congelé. Loin dans mon exil, je zappe ceux qui ont pris ma place et quand on joue sur leur terrain, c'est souvent rare qu'on te remplace. Je fais une pause. Le temps d'une pub Coca-Cola, un serré entre un mur qui tombe et la sortie de Mandela. On a grandi en continu comme un flot d'informations et je me suis perdu dans ma rue sous un amas de béton. Les souvenirs de ma vie se mélangent à toutes ces images diffusées et vivre hors champ de la caméra, c'est souvent ne pas exister. On nous gave d'images à satiété, de sexe, de fric et de faucheuses, alors j'écris des textes comme un écho de nos vies silencieuses. Sur leur écran, on est des bouts de pixels perdus dans la foule et nos vies s'écoulent, coulent pendant que le monde s'écroule. Voilà, alors là c'est le fils du hip-hop, oui. Donc voilà. Je sais pas, un mot sur cet univers qui vous a permis finalement de vous reconstruire un peu dans cet exil en France. Pourquoi voilà,
Pourquoi pas la littérature tout de suite, puisqu'il y avait bien Madame Ouais. Economopoulos. C'est une dame dans l'impasse Oui. qui fournit des livres à Gabriel en lui disant « Il faut se méfier des livres, ce sont des génies endormis ». Donc, alors, comment c'est Gabriel n'est pas Gaël, voilà, mais enfin... Oui, non, moi j'aurais beaucoup aimé rencontrer Madame Economopoulos, hein, mais je n'ai pas eu de Madame Economopoulos, malheureusement. Non, le hip-hop, c'est la culture, le rap, c'est la musique, je le dis parce qu'aujourd'hui, on a oublié, on pense que le hip-hop, c'est du rap plus musical ou plus cool, mais ça n'a rien à voir. C'est-à-dire, le hip-hop, c'est une culture dans laquelle il y a le rap, le graphe, bon. Et donc, le hip-hop, cette culture, pourquoi je m'en suis emparé et que j'ai commencé à rapper, et c'est parce que c'était ouvert, la phrase que vous citiez tout à l'heure. On est chez soi là où on se sent accueilli. Et bien là, je me sentais accueilli. Il n'y a pas de prérequis dans le hip-hop. On ne demande pas d'avoir un peu d'argent pour aller au conservatoire, d'acheter un instrument de musique ou bien d'avoir une bibliothèque chez soi, etc. On vient, on s'exprime, on parle en plus, on parle de soi, pour soi, mais avec un collectif. Et aussi l'idée de collectif est très forte, très présente dans le hip-hop. Tout ça fait que j'ai trouvé une famille dans cette culture. J'ai trouvé une spontanéité. J'ai trouvé un lieu où on pouvait être soi, être libre totalement. Et ça m'accompagne. Même quand j'écris un roman, moi j'écris le roman hip-hop, quoi. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite et surtout il n'y a pas besoin d'avoir d'accessoires. On fait avec ce qu'on a, c'est-à-dire ce qui est en nous. Et donc, c'est la liberté. Mais tout comme la littérature aussi, la liberté. Finalement, écrire un livre, ça ne demande rien d'autre qu'une feuille. Je crois que la littérature haïtienne a joué un rôle. D'ailleurs, on s'était rencontrés à Port-au-Prince où vous donniez des ateliers d'écriture. C'est un atelier de slam d'ailleurs. Et qu'est-ce qui... Dans ce livre, à un moment, il y a une référence à Gouverneur de la Rosée, enfin à Jacques Roumain, sur justement le thème du natif natal. Vous avez été voir René Depestre il n'y a pas si longtemps. Dans cette culture hip-hop, quel est le verbe, quel est le livre, quel est l'auteur, qui vous a un peu rapproché de cet univers sérieux de la littérature qui fait peut-être un peu peur, ou je sais pas, le milieu littéraire, oui. tout ça. Oui, c'est vraiment ça le souci, hein, je trouve, de la littérature qu'on nous renvoie souvent à travers l'école, etc. C'est qu'il y a quelque chose de très sérieux. D'ailleurs, quand on parle de classique, de classicisme, il y a... je trouve que ça met vraiment une barrière, on s'en rend peut-être pas compte, hein, mais ça met une barrière avec ce que c'est. Finalement, c'est la vraie vie, c'est ça dont il est question dans la littérature. Et donc moi, j'ai été trop impressionné à cause de toutes ces raisons. Et non, moi, ma première grande influence et claque littéraire, c'est René Depestre. J'avais 16-17 ans et puis je suis tombé sur Minerai Noir. Et puis ensuite toute son œuvre m'a bouleversé parce que d'un coup, il y avait une langue que je n'avais entendue nulle part ailleurs et qui était en même temps une langue qui me ramenait forcément à ma propre histoire, dans la manière de dire, dans la couleur des mots, dans la mélodie. Et puis j'étais impressionné aussi par tous ces poètes qui venaient une moitié d'île, un petit caillou. Ça m'a impressionné, ça m'a encore plus impressionné d'ailleurs quand je suis allé à Port-au-Prince, parce que pendant cet atelier d'écriture, il y avait une trentaine, une quarantaine de jeunes. Souvent, quand je démarre les ateliers d'écriture, je demande qui a déjà écrit ou qui écrit. En France, souvent, il y en a un ou deux qui lèvent la main. Là, tout le monde a levé la main. Et pour rire, j'ai demandé qui a déjà publié. Et ils ont tous levé la main. Et encore pour rire, mais vraiment rire beaucoup, j'ai dit qui aimerait devenir écrivain. Et tout le monde a levé la main. Et je me suis dit, ça, c'est un super pays. Il y
y a cette force-là, et je crois que oui, ce qui est très puissant avec Haïti, c'est qu'ils ils ont réussi à travers la littérature à contrebalancer la force de l'image médiatique qui fait de Haïti le lieu de la malédiction. Eh bien, ils nous permettent de rentrer dans ce pays, dans cet imaginaire, par la porte de la littérature. Et lorsqu'on rentre par cette porte-là, eh bien, d'un coup, cette malédiction qui est véhiculée par les médias, eh bien, elle est, je trouve que cette idée-là est abattue par la force de la littérature. Et c'est pour ça, moi, j'encourage, depuis que je suis à Kigali, et puis même quand je discute avec des jeunes Burundais, je leur dis, mais écrivez votre histoire. Écrivons nos histoires. N'attendons pas que les autres écrivent toujours nos histoires. Emparons-nous des mots, parce que ce sera aussi une manière, avec notre imagination, notre imaginaire, avec des romans, avec la création, de contrebalancer, de donner autre chose à voir que ce que les médias donnent toujours. Parce que les médias viennent au Burundi, au Rwanda, que lorsqu'il est question de machettes, de gourdins, de kalachnikov. Je veux dire, on ne vient pas à un autre moment. Et d'ailleurs, quand il y a d'autres moments, on voit bien au Rwanda, c'est un pays qui fait des progrès importants à tous les niveaux. Il intéresse moins. Il intéresse beaucoup plus quand on parle de milliers de victimes. Et donc, je crois que c'est ce qui nous permettra aussi d'avoir du poids dans l'imaginaire, parce que c'est l'imaginaire qui, je crois, fait... Là, je le dis, je connaissais bien moins ma culture que le western hollywoodien. Je le dis dans TV. Eh bien, c'est ça, c'est que le western hollywoodien est plus fort à Bujumbura que notre propre imaginaire. Et donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on existe dans ce monde de l'imagination, mais avec nos mots. Voilà, ça c'est très important. Mais cela dit, il y a quelques médias qui se sont déplacés à Port-au-Prince ces temps-ci, où il se passe beaucoup de choses. Donc, bon, tout n'est pas désespéré. Alors, la fin de parcours arrive. On referme finalement la boucle, puisque demain matin, vous rentrez chez vous. Enfin, un de vous chez vous, à Kigali. Et vous avez... alors, je laisse passer le parcours du jeune financier dans la City londonienne. Parce que finalement, comme il s'est trompé et qu'il a tout lâché pour la musique, bon... ce que je voudrais quand même savoir, c'est quel a été le déclencheur pour vous du retour, pas du retour d'ailleurs, puisque vous n'aviez jamais vécu au Rwanda, de votre installation dans le pays de votre mère, avec votre épouse, et faire votre vie là. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé tout d'un coup là? J'en avais assez d'avoir froid. Désolé pour vous. Non, bien sûr, j'avais envie d'aller plus loin que le génocide et de cette histoire de réfugiés. Parce que quand on y va en vacances, ça reste, hein, on a un regard déformé. Et puis, j'étais trop marqué par le génocide. Et je sentais que le seul remède contre ça, c'était d'y vivre au quotidien. Et je savais qu'en y vivant au quotidien, j'allais passer au-delà de cette image. Et d'ailleurs, c'est comme ça que je vois le Rwanda aujourd'hui. Je le vois dans ses différentes composantes, ses différents visages. Bien sûr, le génocide est là, mais il y a tellement d'autres choses. Et c'est ça qui était important pour moi, de voir le pays sous ses différents aspects. Et il y a aussi l'engagement politique. Enfin, je ne sais pas si on dit citoyen, politique, en tout cas dans le collectif des partis civils pour le Rwanda. Bon, je ne sais pas si vous voulez dire un mot du fait qu'aujourd'hui, on met en cause le rôle tenu par les officiers français dans le génocide. Comment vous voyez cette relation évoluer comme ça, de perpétuelle remise en question de la chose, quoi. Est-ce qu'à un moment, ça peut s'apaiser ou... Je crois que les blocages qu'il y a ici d'un certain nombre de hauts dirigeants de l'époque, de gens bien placés dans l'armée française, etc., les blocages à finalement reconnaître le rôle
de la France durant ces années-là sont des blocages vains parce que toute la matière est déjà là. Et finalement, je crois que cette vérité apparaîtra. Donc, je ne comprends pas, d'ailleurs, pour une petite anecdote mais qui a son pesant d'or, grâce à ce livre, je vis des choses particulières. Donc, j'ai déjeuné avec Monsieur François Hollande. Wow. Et oui, et bien sûr, bien sûr, l'idée, il lit le livre et donc on discute du livre. Et lui-même reconnaît, il le dit, une phrase. La France a des responsabilités dans le génocide au Rwanda. Mais bien sûr, il ne va pas le dire de manière publique. Mais je crois. Ça y est, c'est fait là. Moi, je le dis, mais c'est que moi qui rapporte. Bon, eh bien, je crois que tout le monde en a conscience, en fait, et même tous ces blocages qu'il y a, les gens, les responsables de l'époque, certains politiques savent très bien. Et donc c'est dommage pour eux parce que cette vérité, elle est en route. Et puis aujourd'hui, d'ailleurs, c'est un jour particulier parce qu'à Bobigny a lieu un procès contre Pascal Sibikangwa, qui est un ancien officier de l'armée régulière rwandaise, donc, qui a été jugé en 2014 à 25 ans de prison pour génocide et crimes contre l'humanité. Donc là, il était en procès d'appel à Bobigny. Et donc là, je ne sais pas, je n'ai pas eu les nouvelles, mais c'est aujourd'hui que le verdict a lieu. Donc aussi, voilà, la justice avance. Je crois que la mémoire avance, la justice avance, et cette vérité politique aussi va avancer. Donc je me dis que c'est dommage qu'on en soit encore à cet aveuglement ou à ces non-dits, mais bon, il n'y a pas que le Rwanda, hein. On a vu la même chose avec tellement d'autres parties de l'histoire de France, que ce soit l'Algérie ou que ce soit la traite d'esclavage. Donc, encore une fois, le temps nous donnera raison, je le sais. Et il faut se battre, hein, parce que ça n'arrive pas comme ça, hein, bien sûr, il faut s'engager, et c'est des combats. Voilà. Et justement, pour finir un peu autour de votre pays natal, le Burundi, on a beaucoup d'inquiétudes et on parle même de génocide, donc je ne sais pas quand a surgi ce mot, mais pour vous, ça a dû être quand même... là, parce que vous ne pouvez plus y retourner, donc je ne sais pas comment on vit, parce que c'est lui dont il est question quand même si c'est beaucoup question du Rwanda. Tout à fait. Oui, non, mais c'est vrai que le Burundi aujourd'hui traverse... le Burundi a fait en plus d'un an et demi bientôt un retour à une époque qu'on espérait avoir disparu, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on réactive la question ethnique dans le discours politique, les clivages, on utilise des termes qui nous ramènent aux termes dont je parle, de cancrelat, de vermine, d'Inyenzi. On utilise ces mêmes termes pour parler des Tutsis dans le discours politique au Burundi. Il n'y a plus de liberté de la presse. On avait la chance au Burundi d'avoir des médias indépendants très forts et qui ont tous été passés sous silence, qui ont été détruits. Tous les jours, des jeunes disparaissent, des opposants disparaissent, énormément de Burundais vivent en exil. La situation est absolument dramatique. Mais encore une fois, ça je le dis assez sérieusement, parce qu'on dit génocide, mais on parle de génocide au Burundi, mais il faut toujours désigner de quel groupe de population on parle. J'ai vu que la FIDH avait fait donc un clip pour sensibiliser autour des droits de l'homme. Voilà, la Fédération internationale des droits de l'homme. On parle de génocide, ce génocide qui va arriver, mais de qui on parle? Donc encore une fois, on n'est pas dans l'abstraction. C'est pas parce qu'on est en Afrique tout le monde se tue, s'entretue, etc. Il faut
il faut que il faut bien poser qui sont les acteurs de quel jeu, quels sont les mécanismes à l'œuvre. Et tout ça, c'est un travail qui doit se faire sérieusement. Donc, juste dire il va y avoir un génocide au Burundi ne suffit pas. Je crois qu'il faut vraiment poser les mots et que également que ce soit les associations des droits de l'homme, que ce soit les journalistes ou les politiques, les militants, analysent la question en profondeur. Et c'est comme ça qu'on pourra comprendre un peu ce qui se passe au Burundi. Mais effectivement, je suis très inquiet de la situation actuelle du Burundi. Le pays est entre les mains de personnes qui, je crois, ont complètement oublié le peuple. Et là, on est chez des gens qui ont une logique d'accaparement des richesses et surtout surtout cette idée de rester au pouvoir, quitte à peut-être encore agiter la question ethnique et la résurgence de massacres, etc. Ouais, c'est terrible, mais il y a quelque chose qu'on sent dans votre livre, c'est que tout ce parcours que vous avez fait et que vous allez continuer de faire, c'est pas juste pour un petit milieu et un petit groupe de gens, et c'est un succès déjà international. Vous allez parcourir le monde entier à partir de l'année prochaine pour les traductions, et vous avez encore reçu un prix qui est le prix littéraire Fête Cannes Marie Scondé 2016. Et le musée d'Appert est heureux de faire le lien aujourd'hui entre Afrique et Caraïbes, puisque vous n'avez pas pu être présent à la remise de ce prix, et qu'il y a aujourd'hui dans la salle quelqu'un qui va à une allure plus vite que je ne sais pas quoi, vous décernez ce qui vous revient. Donc j'appelle Monsieur Pentoskrop à nous rejoindre sur scène. Pour vous. Alors, quelques mots sur Marie Scondé. C'est quelqu'un que vous avez lu, Marie Scondé, oui. Vous voyez qui... Oui, bien sûr. Ses goûts, puis sa biographie, oui. Ses années en Guinée. Oui, c'est quelqu'un qui je trouve très impressionnant dans son parcours déjà personnel. Et puis c'est une écriture magique, magnifique. Ouais. Alors voilà. Bonjour. Il fallait ce moment parce que comme ça fait 3 mois qu'il reçoit des prix. Bon, ça ira très vite. Je voulais tout simplement vous dire que Gaël a eu ce prix à l'unanimité du jury. Et pour vous dire ce qu'est ce prix, je voulais tout simplement vous lire un message de Marie Scondé. Ça ira très vite. Donc Marie Scondé s'exprime en ces termes-là. Cette phrase de Marcus Garvey, lue à mes 20 ans, m'a bouleversé. Elle résume à mes yeux toute l'aliénation dont nous souffrons. À la suite du racisme et de l'exclusion dont nous sommes trop souvent victimes, nous perdons confiance en nous-mêmes, en la richesse et en la puissance de nos peuples. C'est pourquoi qu'il est pour nous si difficile d'éprouver de l'admiration et de l'estime pour un compatriote. C'est pour cette raison que le dénigrement et la médisance ont tant de place parmi nous. Si je soutiens le prix littéraire Fête Cannes Marie Scondé, qui aujourd'hui porte mon nom, et qui a été créé par José Pentoskrop, président du CIFORDOM, c'est qu'il travaille à notre nécessaire désaliénation. Il place au cœur de chacun d'entre nous le désir de créer, de se comparer avec l'autre et de l'emporter selon ses mérites. Il existe de nombreux prix en France. Je dirais même que c'est le pays où il en existe le plus. Pourtant, ils sont rarement destinés aux nôtres. Même les plus grands d'entre nous n'en ont rarement reçu.
l'œuvre d'Aimé Césaire n'est-elle pas aussi digne d'être recommandée par le prix Nobel que celle du Guadeloupéen Saint-Jean de Perse, fleuron de la caste des Béquets? Avec modestie mais efficacité, le prix littéraire fait Maryse Condé répare trop d'injustices et nous incite à créer toujours et partout le beau et le vrai. Qui est presque un béquet, mais bon. Il y a une boîte et une médaille. Figure d'Elgrès qui s'est opposé au rétablissement de l'esclavage en Guadeloupe en 1803, et également Victor Schellcher, le père du décret d'abolition du 27 avril 1848 qui abolit l'esclavage. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Je remercie donc la direction du musée d'Apeur. Merci. Et on va terminer donc avec cet extrait finalement d'un... Enfin, d'abord, je dis que pour tous ceux qui seront forcément frustrés de tout, des questions, des signatures, Gaël Faye va prendre un peu de repos, mais il revient 12 janvier à Paris, et il sera les 18 et 19 janvier à la Maison de la Poésie. Et il y aura des signatures, il y aura sûrement des lectures musicales, voilà. Un rendez-vous un peu différent, mais... Et puis ce que on peut tous lui souhaiter et souhaiter à son petit pays, c'est de revivre ces heures, ces moments que nous donne à voir et à partager le film qu'on peut voir d'ailleurs sur Vimeo, Entre deux fleuves, que je vous conseille vivement. Et sur lequel on va donc terminer. Alors merci Gaël, merci à tous. Rendez-vous après pour la séance de signature. Merci à Daniel en régie et à Tiffaine qui captent cette rencontre que vous pourrez revoir et faire circuler autour de vous. Donc voilà, merci à toi et merci. En route pour ce pays. Merci. Je vis dans mon exil, de luxe de barésie. Ici l'on se résigne à fumer de la résine. J'ai gratté trop de faf et noirci trop de pages. Sentais le message, le propos. Le propane se propage, le sentiment de ma révolte n'est pas très clair, il est diffus. Je suffoque à mon époque, la refuse et la réfute. J'ai pris l'avion au vol pour devenir clando dans la soute. Je veux pas devenir un passager, je veux pas finir cracheur de soupe. J'ai rêvé de dissidence en me goinfrant de mes pop-corn. L'intégrité s'est faite l'ennemi, je suis cocu et j'ai des cornes. La transgression n'existe plus, le système nous avale, nous recrache en rond de fumée. Épais cigare de la Havane dans la savane de Paname. Sur le goudron, le macadam, j'arpente les rues en toute saison dans le chaudron de mes états d'âme. Ça c'est un rêve qui s'accomplit, de chanter avec ça en face de moi. C'est les collines du pays. De copains, parlant des connards qu'on adule, on était tous un peu crétins, de se gargariser de nos vues d'adultes. On débattait sur les pogroms, les concepts et leurs nuances. On discutait aussi football, sexe, argent et vacances. On se dandinait comme des dandys, on se voulait fluides et nomades. On rêvait tous de jet lag et de s'extraire de la vie normale. Mais de New York à Moscou et de Shanghai à London, les mojitos sont le même goût. Les bars diffusent Jill Peterson, on s'est jeté dans la vie de con. Horaire bureau aseptisé, on en voulait au monde entier en faisant plaisir à son banquier. Puis de before en after, Caipirinhas ou Bavaria, sur les murs lounge des clubs tendance, y'a Cassius Clay, Che Guevara. À 5 € le petit négro, ils ont fait fort au café Flore. Et Jean-Sol Partre s'est décidé, je vais devenir un picaflore.